Cette vidéo est faite en partenariat avec le serveur Discord Proxima. Si vous voulez parler d'astronomie, participer à des concours d'astrophoto, demander des conseils pour acheter un télescope ou simplement discuter avec des gens, alors allez-y. Le lien est dans la description, donc n'hésitez pas à y aller. Hey, j'ai quelques annonces à vous faire aujourd'hui. Tout d'abord, merci de vous être abonné à ma chaîne YouTube parce que il y a une semaine, on a déjà dépassé le cap des 100 abonnés. Aujourd'hui, on est déjà presque 115, c'est juste incroyable. Enfin, en tout cas, au moment du tournage, on est presque 115. Au moment de la sortie de la vidéo, j'en sais rien, peut-être qu'on aura déjà dépassé les 120. Même si ça m'étonnerait, mais vu la vitesse où ça monte, en tout cas, peut-être que d'ici 2 vidéos, je vous ferai déjà des remerciements d'être 200. D'ailleurs, je remercie aussi tous ceux qui vont s'abonner à partir de cette vidéo et par après. Ensuite, le serveur Discord Proxima, avec lequel je suis partenaire, ont ouvert une chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube est très intéressante. Ils parlent d'astronomie, de toutes sortes de choses sur l'astronomie, autant des rovers lunaires que juste des caractéristiques de la Lune, des éclipses et tout plein d'autres choses. Donc, si ça vous intéresse, le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller checker. De toute façon, c'est une vidéo de 5 à 10 minutes, ça ne va pas vous prendre longtemps. Et c'est des infos toujours sympas à apprendre. Ensuite, pour finir, la dernière info, c'est que le cadre a changé. Je pense que vous l'avez remarqué pour ceux en tout cas qui étaient déjà là avant cette vidéo. Et donc, pourquoi ça a changé? Parce que j'ai changé de matos. J'ai changé le micro et la caméra, mais ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo qui sortira donc dans 2 semaines, qui sera celle de l'ouverture d'un télescope. Oui, c'est du tease. Et si vous voulez savoir à l'avance ce que j'ai comme matos, n'hésitez pas à venir sur Discord et à me poser la question, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Donc, je pense qu'on peut partir pour la vidéo maintenant. Donc aujourd'hui, on va parler de comment les Russes ont réussi à planter un A310 dans une montagne. Allez, bonne vidéo. Bon, avant de parler du vol en lui-même, recontextualisons un peu les choses. Nous sommes en 1994, c'est-à-dire seulement 3 ans après la chute de l'URSS et du rideau de fer. Les Russes peuvent enfin voyager à l'étranger et ils ne vont pas s'en priver. La compagnie nationale russe Aeroflot va devoir renouveler sa flotte d'avions car à l'époque elle ne possède que des aéronefs de conception russe qui, malgré une grande capacité d'emport, ne vont pas très loin et surtout ne sont pas très sécurisés. C'est pourquoi elle va s'endetter de plusieurs centaines de millions pour pouvoir acheter une flotte d'A310 qui sont entièrement automatisés et beaucoup plus sécurisés. Et malgré tout, aujourd'hui, on parle du crash d'un A310 et pas d'un avion russe. Bon, maintenant parlons du vol. Le 22 mars 1994, Yaroslav Kudrynski, un pilote de ligne faisant partie de l'élite d'Aeroflot, c'est-à-dire qu'il pilotait des A310 pour des vols internationaux, s'apprête à partir avec sa famille, c'est-à-dire ses 2 enfants ainsi que leur oncle, à Hong Kong pour quelques jours. Yaroslav Kudrynski a déjà plus de 900 heures de vol sur A310, mais pour ses enfants, c'est la première fois qu'ils montent dans ce modèle d'avion. De plus, c'est aussi la première fois qu'ils voyagent vers l'étranger. Le commandant Danilov commencera à piloter l'appareil pour sortir de la zone de Moscou, puis sera remplacé par Yaroslav Kudrynski qui commandera l'appareil et l'OPL Igor Pitskarev qui sera copilote. Le vol Su-593 décolle de Moscou à 16h39 et 4 heures plus tard, il dépasse Novosibirsk en Sibérie. Dès ce moment-là, c'est Yaroslav Kudrynski qui commande l'appareil. Durant le survol de la Sibérie, Yaroslav Kudrynski reçoit la visite dans le cockpit de ses enfants. Le commandant Kudrynski laisse à sa fille l'opportunité de s'asseoir à son poste et de piloter l'avion, car en effet, il ne va faire que décaler de 15 degrés sur la gauche la direction du pilote automatique et elle ne fera que reposer ses mains sur le guidon en ayant l'illusion de piloter. Elgar Kudrynski va prendre la place de sa sœur au poste de son père. Mais contrairement à elle, il va exercer une force assez grande pour prendre le contrôle des ailerons, qui ne seront donc plus sous l'influence du pilote automatique. Le pilote automatique va donc se désactiver partiellement sans qu'aucune alarme ne le signale. Le commandant Kudrynski, n'étant pas au courant de ce changement, remet le pilote automatique sur son cap initial. Pendant que son père discute avec sa sœur, Elgar Kudrynski reste à la place du commandant et tourne légèrement le manche vers la gauche. Soudainement, Elgar découvre que l'avion penche tout seul sur la gauche et en informe son père.
l'avion commence à pencher fortement sur la gauche et chaque seconde qui passe augmente l'inclinaison de l'appareil. Les informations données par l'ordinateur de bord ressemblent tout d'abord à celles d'un circuit d'attente, puis plus rien. L'inclinaison commence à atteindre un seuil critique, c'est-à-dire plus de 45 degrés. C'est plus que ce pourquoi l'avion a été prévu. L'avion vole à 650 km/h et penche de plus en plus sur la gauche. La force centrifuge commence donc à faire son effet et plaque toutes les personnes à bord sur leur siège. Le pilote automatique continue à maintenir l'appareil à une altitude donnée et monte donc le nez de l'appareil pour éviter qu'il ne descende en dessous de cette altitude. Ce qui fait que le nombre de jets à bord commence aussi à augmenter, ce qui, couplé à la force centrifuge, empêche toute personne de faire le moins de mouvement. Malgré les efforts du pilote automatique pour maintenir l'altitude de l'appareil, l'avion descend petit à petit en décrivant des cercles. Une alarme signale soudainement l'arrêt total du pilote automatique, ce qui signifie que l'appareil est entièrement entre les mains d'Eldar Kudrynski. Puis une seconde alarme retentit pour signaler au pilote que l'avion est sur le point de décrocher, ce qui signifie que l'avion est sur le point de manquer de vitesse pour pouvoir continuer son vol. Le système de sécurité de l'appareil se met donc en marche et fait plonger le nez de l'appareil dans le but de lui faire reprendre de la vitesse. Malheureusement, l'avion avait déjà perdu beaucoup d'altitude et se rapprochait très dangereusement du sol. C'est pourquoi Igor Pitskarev, le copilote, tire de toutes ses forces sur le manche pour faire remonter l'appareil. L'avion va remonter presque à la verticale et reprendre rapidement de l'altitude. Mais plus il reprend de l'altitude, plus il perd de la vitesse. C'est pourquoi il va redécrocher et malheureusement partir en vrille. Yaroslav Kudrynski profite d'un court moment de répit pour récupérer son siège. Malheureusement, comme j'ai dit avant, l'avion va décrocher et donc chuter à une vitesse vertigineuse. Il est même possible que les personnes à bord aient subi de l'impesanteur. Yaroslav Kudrynski va finalement réussir à arrêter la vrille en activant la gouverne de profondeur. Mais malheureusement, il est trop tard et l'avion a perdu beaucoup trop d'altitude. Une montagne se dresse devant eux et l'avion s'écrase droit dedans. L'enquête, en plus de montrer du doigt le fait que c'est Eldar Kudrynski qui a provoqué la chute de l'appareil, a aussi montré du doigt une erreur dans la formation des pilotes. En effet, les pilotes ne sont pas informés du fait que le pilote automatique peut se désactiver partiellement si on utilise le manche lorsqu'il est activé. De plus, l'appareil a un système anti-décrochage qui lui permet de remonter après avoir décroché. Mais pour cela, il ne faut pas tirer sur le manche mais le lâcher, ce qui est un peu contre nature. Le crash aura finalement fait 75 morts, dont 12 membres d'équipage. Les conclusions tirées de cet événement ont été d'améliorer la formation des pilotes sur A310, ainsi que de revoir les mesures de sécurité par rapport au cockpit. Bon, sur ce la vidéo est finie, je vous laisse le choix pour le prochain épisode entre le vol Rio-Paris et le vol US 1549, celui qui a améri sur l'Hudson. Sur ce, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, lâcher un like ou venir me poser des questions en commentaire si vous voulez plus d'informations sur cet événement. Allez, à la prochaine, ciao!